Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avoue que de base je voulais faire des vidéos assez régulièrement, mais là ça fait 2 mois que j'ai pas posté. Connaissez-vous la saga des films Scream? Scream est une saga de 6 films, enfin bientôt 6 du coup, qui a commencé en 1996. Mais le saviez-vous, ces films sont inspirés d'une histoire vraie. Du moins au moins le premier. Aujourd'hui on va parler de Danny Rowling, un homme âgé de 36 ans lors des faits, qui a tué de multiples personnes et fait d'autres types de choses sordides. Cette intro était méga rapide, mais j'espère quand même que vous êtes prêts et c'est parti. Coucou, c'est juste pour dire que j'ai oublié de faire les trigger warnings. Aujourd'hui on va parler de TS, de viol et de meurtre. Ça fait beaucoup, alors accrochez-vous et bonne vidéo. Danny Rowling est né le 26 mai 1954 à Shreveport, qui est une ville en Louisiane. Il est le fils de James Harold Rowling, qui est un policier de sa ville natale. Sa mère s'appelle Claudia et il a un petit frère qui s'appelle Kevin. Les trois vont subir des années de sévices physiques ou psychologiques, et c'est ce qui va faire de Danny une personne perturbée là-haut. Tout commence en novembre 55 lorsque Danny est âgé d'à peine 1 an et demi. Son père va plusieurs fois le battre parce qu'il trouvait qu'il ne rampait pas correctement. En 1958, la mère quitte le domicile familial pendant 6 mois après avoir été agressée par son mari. En 1959, Danny est attaché à 6 reprises pendant 6 mois par son père. Un jour, son père ramène un chiot à la maison et Danny va se lier d'amitié très rapidement avec l'animal. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas beaucoup de choses à la maison pour avoir un peu d'amour. Sauf que ce chiot n'a pas duré très longtemps dans la maison puisque le père de famille était violent non seulement avec les enfants et sa femme, mais aussi avec le chien. Et c'est cette torture que ce chiot va se prendre qui va le tuer. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Danny et son père vont beaucoup s'éloigner, enfin beaucoup. Ils sont toujours dans la même maison, mais ils vont beaucoup moins se parler qu'avant. Tu m'étonnes. En 1963, la mère de Danny va tomber en dépression. Danny va lui redoubler sa 3e année, c'est l'équivalent du CE2 en France. Il va redoubler à cause de son nombre d'absences qui sont pour maladie. La conseillère d'orientation que Danny voit souvent à l'école va le décrire comme un petit garçon avec un complexe d'infériorité, qu'il est souvent violent avec ses camarades et qu'il a un mauvais contrôle de ses impulsions. Je me demande vraiment pourquoi, dis donc. La conseillère va vouloir alors rencontrer les parents pour savoir ce qui se passe au domicile, sauf que ceux-ci n'ont jamais été présents. En 1963, Claudia décide de repartir, mais cette fois-ci avec ses enfants pendant 2 semaines. C'est à ce moment-là, loin de son père, que Danny va commencer à créer tout un monde imaginaire et qui va développer sa créativité. Le 25 décembre, Claudia va à nouveau repartir avec ses enfants et le sapin pour une brève période. En 1964, le père de Danny va vouloir lui apprendre la conduite alors qu'il a 10 ans et il va le gifler parce qu'il ne sait pas utiliser l'embrayage. Non mais il y a un moment, faut pas être débile non plus quoi, ton gosse il a 10 ans. Danny va de nouveau redoubler sa 3e année et la mère de famille décide de repartir une dernière fois du domicile familial avec les enfants. Et cette fois-ci, Danny va lui supplier de ne jamais revenir. En même temps, Claudia, ça fait 5 fois que tu quittes ton domicile familial. Il y a un moment où tu te dis, bah quand je le quitte, ça va mieux. Donc pourquoi pas le quitter jusqu'au bout. Sauf que la petite Claudia, là, elle est amoureuse. Donc ils vont retourner au domicile familial. Mais en 1965, il va surprendre ses parents en train de se disputer. Sauf que cette fois-ci, ça va partir beaucoup trop loin et Claudia va se tailler les veines devant son mari et va aller s'enfermer dans la salle de bain. James, le père de famille, va commencer à taper sur la porte et continuer à l'engueuler. La porte finit par s'ouvrir et Danny voit sa mère en sang sur le sol qui va finir par être hospitalisée. Danny va essayer d'empêcher son père de battre sa mère, sauf que Danny va se faire plus battre qu'avant pour s'être immiscé dans leurs affaires. C'est dans cette période-là que, pendant son adolescence, ça reste à peu près la même chose, histoire que son daron le frappe, etc. Sauf que Danny va commencer à avoir des fantasmes sadiques. Il va devenir rapidement alcoolique. Sauf que son alcool, il le trouve clairement pas chez lui et il peut pas les payer. Donc soit il en demande à ses amis, soit il en vole dans les magasins. À l'âge adulte, il a du mal à s'intégrer dans la société. Cependant, il arrive quand même à avoir un métier assez stable et il arrive même à avoir une femme, Sondra London, avec qui il se fiance. On arrive directement en 1990 et là, on commence les choses sérieuses.
En mai 1990, Danny va tenter de tuer son père lors d'une dispute familiale. Il va pas réussir à le tuer, mais il va quand même lui crever un œil et lui couper une oreille. Le matin du vendredi 24 août 1990, Danny va rentrer par effraction dans une colocation, celle de Sonja Jane Larson et Christina P. Powell, deux étudiantes qui sont alors âgées de 17 ans. Il va tout d'abord trouver Powell au rez-de-chaussée, elle était endormie sur le canapé. Il décide de ne pas directement la tuer et de monter directement à l'étage là où va se trouver sa colocataire. Et c'est à ce moment-là qu'il tue Larson. Ouais, j'avais oublié de le dire dans la vidéo, donc je suis obligé de la faire en voix off. Danny va retourner en bas et va retrouver Powell qui ne s'était pas réveillé. Il va lui scotcher la bouche, les mains dans le dos. Danny va la menacer avec un couteau avant de déchirer ses vêtements afin de la... Une fois qu'il a fait ce qu'il voulait, il la tue de 5 coups de couteau dans le dos. Il va mettre les cadavres en sorte qu'elles aient une position sexuellement provocante, puis il va prendre une douche dans leur propre appartement avant de repartir. Le lendemain, le samedi 25 août, il va s'introduire par effraction dans l'appartement d'une étudiante du même âge, celle de Krista Leigh Hoyt. Il va réussir à ouvrir la porte coulissante avec un couteau Ka-Bar et un tournevis, mais remarquant qu'elle est absente, il va l'attendre chez elle. À 11h du matin, Hoyt va rentrer chez elle. Danny va la prendre par surprise et l'étrangle. Une fois maîtrisé, il va mettre du scotch sur sa bouche, sur ses mains dans son dos, et vous connaissez la suite, il va faire la même chose qu'avec Powell. Mais une fois morte, cette fois-ci, il va la décapiter et mettre la tête, comme pour l'autre meurtre, de façon à ce qu'elle regarde la scène de crime, afin de créer un choc chez la personne qui va retrouver le cadavre. Les meurtres vont attirer l'attention des médias, et les étudiantes de Gainesville vont prendre des précautions en plus. Par exemple, changer leur routine ou maintenant vivre que par colocation, jouer à plusieurs, dormir tout ensemble. La psychose s'étant déclenchée assez rapidement aux rentrées des classes, il y a beaucoup d'élèves qui vont carrément se désinscrire, voire à être changés d'école. Le lundi 27 août, Danny va de nouveau rentrer par effraction dans une colocation, celle de Tracy Inès Poles et de Manuel Ricardo Taboada. Les deux sont alors âgés de 23 ans. Il va faire la même chose que sa précédente colocation. Il va d'abord réveiller Manuel Ricardo Taboada, mais cette fois-ci la confrontation ne va pas être silencieuse comme ses premiers meurtres. Et Tracy va alors traverser le couloir afin de voir ce qui se passe. Elle voit Danny tuer son colocataire, donc logique, elle va retourner en arrière et se barricader dans sa chambre. Du moins essayer parce que Danny va réussir à rentrer. Après une petite confrontation, il va lui scotcher la bouche, les mains dans le dos, etc. etc. J'ai pas besoin de tout vous redire à chaque fois, vous comprenez ce qui va se passer. Le cadavre de Inès va être sexualisé comme les autres, alors que celui de Manuel va rester comme tel. Alors, est-ce que c'est parce que Manuel est un homme? Je sais pas. Lorsque les meurtres ont été médiatisés, une enquête a été ouverte. À l'exception du dernier, toutes les victimes sont des femmes blanches aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Mais malheureusement pour les forces de l'ordre, ils n'ont pas beaucoup de preuves sur les scènes de crime. Mais ils arrivent tout de même à avoir deux suspects principaux. Le tout premier est Edward Louis Humphrey, un étudiant de 18 ans qui est dans la même université que la plupart des victimes. Il a des antécédents de maladies mentales, il a de nombreuses cicatrices, celles-ci à cause d'un accident de la route. Donc voilà, il avait un peu une gueule à faire des meurtres. Sa photo a été diffusée partout dans les médias, mais après l'arrestation de Danny, il va être blanchi publiquement, même si après il va se taper 22 mois de prison pour avoir tabassé sa grand-mère. Super. Et l'autre suspect, Brandon Curry, lui, va être aussi blanchi publiquement après tout ça. Le vendredi 7 septembre 1990, Danny est arrêté à Ocala pour un cambriolage. Sauf que les enquêteurs ont remarqué que les outils qu'il utilisait pour son cambriolage étaient extrêmement semblables à ceux qui étaient utilisés pour la série de meurtres. D'ailleurs, ils vont retrouver un petit campement dans lequel il vit, qui est en fait à proximité des logements là où tout le monde a été tué. Et c'est d'ailleurs dans ce petit campement là que les enquêteurs vont tomber sur des enregistrements audio de Danny qui parlent de ses crimes. C'est alors en novembre 1991 que Danny est reconnu coupable. Mais faisons à présent un tout petit retour en arrière, parce qu'en fait il y a eu un triple meurtre dans la ville natale de Danny, le 4 novembre 1989, donc avant tous les crimes qu'il a commis. Les enquêteurs, ça va être comme pour le cambriolage, en fait ils vont remarquer que les façons de faire vont être les mêmes. Il a alors tué un homme de 55 ans, sa fille âgée de 24 ans, et de son petit-fils qui était âgé de 8 ans. Et ce triple meurtre là, en fait ça va être la même chose que ces meurtres qu'il a fait après. L'homme de 55 ans a été tué dans le dos,
Le petit garçon aussi a été tué dans le dos. Le cadavre de la fille, lui, va être retrouvé nettoyé avec du vinaigre et suspendu partiellement à un lit. Près de 4 ans après son multiple meurtre à Gainesville, Danny va finir devant le procureur du comté d'Alachua, Len Register. Il explique que le mobile de ses meurtres, c'était en fait de devenir une superstar comme Ted Bundy. En 1994, avant que son procès commence, Danny va dire que en fait c'est le coupable de tout. Il va même avouer que c'est lui qui a fait le triple meurtre dans sa ville natale. Par la suite, le procureur général de la 8e cour judiciaire de Floride, Rod Smith, c'était super long, enclenche l'étape pénale du procès. Pendant celui-ci, Court TV réalise un interview avec la daronne à Danny. L'interview se passe chez elle et son mari qu'on entend crier hors caméra. Donc lui il est chiant jusqu'au bout et en plus la petite Claudia elle est restée avec lui. Il va donc avouer en tout 8 meurtres et du coup il va recevoir la peine de mort le 20 avril 1997. Rowling est exécuté par injection létale à la prison d'état de Floride le 25 octobre 2006. Il n'a pas de signe de remords. Il ne fait aucune déclaration et refuse de s'excuser à la famille de ses victimes. Ses mêmes proches des victimes vont même être témoins à l'exécution de Danny. Danny va mourir en chantonnant un hymne évangélique qu'il a écrit lui-même. Faut savoir que du coup, cette histoire-là a inspiré le film Scream, mais que Danny a été lui-même inspiré de Ted Bundy. Cette histoire-là, puis les films Scream ont ensuite donné des idées à des gens de la vraie vie pour faire des crimes en série comme ça. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était dur pour moi de trouver la motivation de filmer cette vidéo, surtout que là je vais devoir me taper le montage. Mais je me dis, vas-y, le film il sort bientôt, ça fait 2 mois que j'ai pas posté, il faut bien alimenter la chaîne YouTube. Du coup on se dit à bientôt pour une prochaine histoire, c'était Unive. Au revoir. But you never find another sweet man like me.